Les matinales, Sandrine Sebat. 11h06 sur RCJ, merci d'être avec nous. Nous avions envie aussi en ce jour si particulier pour la France et pour le droit. Vous l'avez entendu, Marika Mathieu vous l'a dit, nos deux envoyés spéciales, Laurence Goldman et Glantine Delalleux, seront en direct tout à l'heure du Palais de Justice de Paris. On avait envie de parler de sécurité, de ce qu'on nomme depuis quelques semaines aussi d'incivilité, d'ensauvagement. Enfin, il y a plein de mots qui sont utilisés à bon ou à mauvais escient et on avait envie de revenir là-dessus et sur d'autres sujets aussi de société qui vous concernent avec deux invités. Je suis vraiment ravie de les avoir. Driss Ait Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez un CV extrêmement impressionnant. J'ai tout imprimé. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Vous êtes docteur en droit. Vous avez travaillé aussi bien au Conseil général des Hauts-de-Seine, à la direction du service de la tranquillité publique à la mairie de Nanterre. Vous nous direz ce que c'est la tranquillité publique. Peut-être pas pareil que la sécurité. Vous avez été nommé par le ministère de l'Intérieur pour participer à différentes missions. Vous avez présidé un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population. Et puis, vous vous exprimez souvent sur les médias, et tant mieux, avec, j'ai envie de dire, une franchise parfois rare dans les domaines de sécurité. Donc, on va en parler avec vous. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points de friction entre vous. Abdoulaye Kanté, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Abdoulaye, merci d'être avec nous. Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine. Je le disais tout à l'heure pour vous présenter que vous avez travaillé à la BAC pendant de nombreuses années, à Police Secours également. J'ai lu un article où vous répondiez à une interview où il parlait de vous en disant policier star sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est comme ça qu'on a été nombreux à vous découvrir. C'est important pour... Alors vous allez me dire si jamais, je sais pas si vous êtes en service ou pas ce matin, si jamais il y a un souci, vous avez le droit de quitter l'émission. Voilà, exactement. C'est les risques entre guillemets du métier. Je ne sais pas si vous connaissez tous les deux, si vous avez eu la possibilité déjà d'échanger, mais je pense que vous devez connaître de nom. Oui. À travers les médias, j'ai découvert l'excellent travail de M. Driss Ait Youssef que je respecte et je trouve très pertinent. Alors voilà, on est d'accord là-dessus. D'abord, un mot, puisque c'est une journée particulière aujourd'hui pour la France, c'est le jour où s'ouvre ce procès historique des attentats de 2015. Comment l'expert en sécurité, puis j'ai envie de dire au-delà de cela, le français, le républicain, Driss Ait Youssef, vit cette journée et les semaines qui s'annoncent pour nous? Moi, à titre personnel, je l'ai vraiment vécu comme un véritable traumatisme. Je pense qu'il y a on ne faut pas oublier qu'avant, il y avait les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, qui a aussi visé la communauté juive. Donc, c'était aussi un drame très particulier. Et puis, on était dans le sentiment que finalement, ça n'allait plus s'arrêter. Donc, Charlie Hebdo, plus la policière municipale qui a été sauvagement assassinée par Amélie Koulibaly. Puis, ensuite, j'ai même pas envie de dire la prise d'otage, mais c'est ce massacre, effectivement, à l'Hypercacher, qui a été, effectivement, on a finalement attaqué tous les symboles de notre démocratie, savoir la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'informer. C'est aussi la policière municipale, ce qui représente aussi d'une certaine manière l'autorité. Et puis enfin, le vivre ensemble, s'attaquer à une communauté des Français parce qu'ils sont de confession juive, c'est finalement, on a attaquer vraiment tout ce qui peut représenter le vivre ensemble. Et pour moi, ça a été un véritable traumatisme. Aujourd'hui, on est sur un procès qui s'ouvre sans les auteurs. Je trouve que d'une certaine manière, c'est... Quand je dis dommage, on va pas les regretter évidemment, mais je dis que de les avoir en face et de les juger sévèrement, c'est aussi une certaine forme de justice qui doit être faite. Il y a des auteurs, des complices, on verra ce que dira le tribunal judiciaire à l'issue de ce procès qui s'annonce long et difficile aussi pour les victimes et pour les familles des victimes. Et puis, mais voilà, je pense que ça doit aussi servir de alors c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, hélas, mais ça doit aussi servir à nous tous comme un repère pour ne plus oublier, pour que ça ne recommence plus demain. Abdoulaye Kanté, en tant que policier, évidemment, comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous sentez ce procès, et peut-être dites-nous où est-ce que vous étiez en 2015, où est-ce que vous étiez en poste? Écoutez, en 2015, je me trouvais justement en Seine-Saint-Denis et justement j'étais, on va dire aussi pareil, un participant un peu plus tard, notamment sur les attentats au Stade de France. Donc j'y étais carrément parce que je suis parti sur place. Effectivement, aussi j'ai des copains aussi qui étaient au Bataclan, donc des collègues qui sont intervenus, primo-intervenants, et qui sont tombés aussi. Je pense qu'effectivement, c'est 5 ans après on revient sur cet événement qui était tragique pour tout le monde, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde pourra dire où il se trouvait et ce qu'il faisait en janvier et en novembre 2015 pendant cette période sombre. Je pense qu'en tant que policier, effectivement, nous
bon, il y avait une preuve de sidération où on s'est dit que, effectivement, il y a quelque chose qui se passe de grave dans notre pays. Notamment, nous sommes garants de la paix et que cette paix, justement, est violée. Il faut dire la vérité, qu'elle a été violée par l'obscurantisme, le terrorisme, la haine. Et c'est vrai que nous, par rapport à cela, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ces choses se faire. Donc, effectivement, pour toutes les victimes, pour tous ceux qui sont tombés, effectivement, je pense que ce jour est nécessaire pour la manifestation de la vérité, pour que les victimes puissent faire, entre parenthèses, leur deuil, même s'il ne se fera pas, parce que, si vous voulez, quand vous perdez de manière tragique des personnes qui sont tombées comme ça, je pense qu'effectivement, c'est toujours des blessures qui resteront toujours ouvertes, mais qui pourront permettre d'être atténuées dans le sens où il y aura la manifestation de la vérité, tant bien même que justice soit faite. Et comme le disent les avocats, voilà, le droit va être dit. On va suivre ce procès attentivement. Alors, Driss Saïd Youssef, c'est vrai que ces derniers mois ont été particuliers en France et dans le monde. Clairement, on a beaucoup parlé de sécurité sanitaire. On en parle encore, bien évidemment. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, on a eu l'impression, vous allez nous dire si c'est un peu plus qu'une impression, que les actes violents, notamment les actes violents parfois liés au port du masque ou à d'autres choses, se multiplier en France. Est-ce que c'est simplement une impression ou est-ce que réellement il y a une montée des... Alors, je vais employer des mots et vous me direz, le spécialiste de sécurité, si les mots sont bons ou pas. On parle d'incivilité, on parle d'agression souvent violente. Quels sont les bons mots à votre avis et est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que c'est vrai, il y a quelque chose de particulier et de grave qui est en train de monter dans notre pays ? Moi, je vais plutôt essayer de qualifier en tant que juriste, ce sont des actes de délinquance qu'on refuse d'obtempérer à un policier qui vous demande votre permis de conduire, qu'on saccage ou qu'on pille des boutiques, qu'on agresse des individus. On est dans des actes de délinquance. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qu'on n'ait pas su, qu'on n'ait pas anticipé il y a déjà quelques mois, voire quelques années. Les dernières statistiques de la délinquance sur 2019 montrent quand même une augmentation quand même assez spectaculaire, notamment des homicides plus 8%, des vols et agressions on est à plus 9% et des violences sexuelles plus 12%. Donc on est déjà dans une tendance qui est une tendance très marquée. La difficulté c'est toujours, en tout cas pour la puissance publique, ou plutôt pour l'autorité politique, d'essayer toujours de mettre au-delà des mots, de mettre des constats sur des situations. Et c'est ce que je dis finalement assez régulièrement, si on considère ensauvagement, pas ensauvagement, violence, pas violence, si on n'arrive pas finalement c'est le même sujet pour le terrorisme. Si on n'arrive pas à diagnostiquer la situation, je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose et mettre une pression, comme j'ai l'habitude de le dire, finalement assez démesurée sur la police, la gendarmerie, mais encore sur la justice en la soupçonnant d'être trop laxiste et de passer finalement à côté de ses propres responsabilités. Quand je dis qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qu'on n'ait pas anticipé, c'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire. Les individus qui ont quitté le système scolaire il y a 10 ans parce qu'ils sont en décrochage, c'est ceux qui ont participé à ces attentats absolument atroces et c'est ceux qui aujourd'hui rejettent les valeurs qui sont les nôtres, celles du vivre ensemble, du respect de l'autorité et dans la contestation la plus violente du système dans lequel nous vivons. Donc finalement, je vais qualifier ça d'acte de délinquance parce que il y a de la délinquance, donc ce sont des infractions au code pénal et puis après il y a tout ce qui va un petit peu autour, c'est la contestation légitime de l'autorité et ça c'est aussi une donnée. Quand vous dites une interdiction de manifester ici ou là et que vous tentez de braver ces interdits, vous êtes évidemment dans la contestation du pouvoir. Ce que disait tout à l'heure Abdoulaye, je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'on est de plus en plus dans une logique d'épouser des thèses complotistes, obscurantistes et par conséquent antisémites. Parce que lorsqu'on commence à dire que finalement c'est la finance et que la finance c'est Macron et que Macron c'est aussi Drahi, c'est Rothschild et c'est Attali, on est dans l'antisémitisme. Et c'est ça qu'il faut combattre et on le combat. On en parlera peut-être un peu plus tard. On le combat dès le plus jeune âge à l'éducation. Abdoulaye Kanté, même question que Driss Saïd Youssef par rapport effectivement à ce sentiment. Vous êtes sur le terrain au quotidien. Qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vivent les policiers aujourd'hui ? Écoutez, les policiers, si vous voulez, depuis ces dernières années,
sont vraiment assujettis à une énorme mission, sont hyper sollicités, dans le sens où, donc, effectivement, avec la contestation, parce que je pense que le pays, entre parenthèses, est malade socialement, et effectivement, donc, ça touche une partie, beaucoup de la société, notamment, je prends les événements qu'il y a eu en 2018, c'est-à-dire au niveau des Gilets jaunes, où, effectivement, c'est un événement qui a été, justement, inédit pour même en tant que force de l'ordre, et qui a été aussi un facteur d'événements violents. Donc maintenant, après, quand on revient sur les mots qui ont été dits, ensauvagement, incivilité, ou d'autres mots, tout ça, d'autres impressions, non, une violence reste une violence qui est commise par des délinquants. Je rejoins Driss Saïd Youssef où il dit que justement que ce sont des rituels qui sont sortis par juste un ressentiment, mais juridiquement parlant, ce sont des violences, des actes de délinquance et qui doivent être sanctionnés. Lorsque vous contestez l'autorité de l'État ou ceux qui représentent l'autorité, vous êtes déjà en infraction avec la loi. Donc, le souci, c'est que, j'avais dit ça il y a quelque temps et on m'est tombé dessus, que le terme qu'on nous a inculqué, entre parenthèses, c'était la peur du gendarme. Oui. Vous l'avez dit dans une interview, c'était assez. Vous avez bien répondu d'ailleurs à mon confrère qui vous posait la question puisque vous êtes originaire, vous disiez jeune de banlieue, comment vous jugez, etc. Les violences avec les policiers, vous n'aviez pas peur du contrôle aux faciès, et je vous laisse donner la réponse que vous avez donnée aux journalistes. Non, j'expliquais que justement qu'il y avait cette peur du gendarme, on ne l'a plus parce qu'on ne respecte plus l'autorité. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus peur de l'uniforme. C'est que, si vous voulez, nous, nos parents nous inculquaient ce genre de respect. Et quand vous n'avez plus ce respect, vous êtes dans la contestation, en fait, de l'autorité. Donc, si vous voulez, ça devient de plus en plus banal, limite légitime. C'est que quand vous attaquez à ceux qui représentent l'État, donc du coup, limite, ce sera même l'État qui sera responsable parce que vous n'avez pas laissé la personne vous, entre parenthèses, vous insulter, etc. Je caricature, mais c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est difficile un peu pour nous en tant que force de l'ordre, c'est qu'aujourd'hui, on revient toujours sur les mêmes problématiques. Je le dis souvent, la police ou les forces de l'ordre, vous savez, c'est un mur, je caricature un peu, c'est un mur qui est moisi, mais qui est juste, on remet un peu de peinture dessus. Mais le fond n'est pas traité. Pourquoi ? Parce que vous avez un manque de moyens. C'est pas le manque d'effectifs, c'est le manque de répartition dans divers endroits de notre territoire où il y a une nécessité. Quand vous voyez que vous avez des actes de délinquance qui se multiplient, il y a une augmentation qu'on voit sensiblement d'actes de délinquance, d'homicides, etc., c'est qu'il y a une réalité que peut-être d'autres ne veulent pas voir. Après, on peut l'accompagner dans d'autres sujets, ensauvagement, incivilité. Non, ce sont des actes de délinquance. Et que d'où, justement, la justice doit y répondre. Mais le problème aussi de la justice, elle a aussi sa problématique. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir juger les personnes que nous leur mettons à leur disposition. Vous voyez, c'est un peu le système du serpent qui se mord la queue. Donc, d'un autre côté, nous faisons le travail pour interpeller les délinquants, pour les mettre à la disposition de la justice, mais du côté, la réponse pénale n'est peut-être pas efficace par rapport à l'investissement que nous avons fait. Driss Saïd Youssef, quand Abdoulaye Kanté parle du manque de moyens et de certains endroits, on est clairement là aussi dans ce qu'on a appelé depuis des années les territoires perdus de la République et qui sont de plus en plus perdus. Alors, il y a deux choses. D'abord, sur les moyens. Pendant longtemps, le ministère de l'Intérieur a attribué des moyens à la police. Il faut savoir que la police, vous avez la sécurité publique et la police judiciaire. Eu égard à la recrudescence d'attentats ces dernières années, le ministère de l'Intérieur, et à juste raison, a décidé d'affecter beaucoup de moyens à la police judiciaire, c'est-à-dire notamment la DGSI, qui a quand même pompé beaucoup de moyens, à la fois en moyens humains, ça veut dire des recrutements, quelquefois pompés sur des services de police judiciaire, qui sont des services qui contribuent à la sécurité du quotidien. C'est après... Dans l'école de police déjà. Oui, absolument. Police, ouais. Donc ensuite, après, ce sont des moyens matériels, des véhicules. Il faut aussi beaucoup de véhicules pour la DGSI, des moyens techniques, etc. Et tout ça, ça compte. Au détriment de la sécurité publique. La sécurité publique, ce sont ces commissariats, des circonscriptions de sécurité publique, et qui ont aussi la police secours, qui ont aussi des besoins en moyens humains et en moyens matériels, parce que la sécurité du quotidien n'a pas faibli avec les attentats. Donc là, on est vraiment sur un sujet qui est un sujet de répartition, qui est une répartition finalement assez inéquitable, à tel point que la DGSI a pris beaucoup de moyens sur ce qu'on appelle le renseignement territorial, et qui permet
à la sécurité publique d'avoir des indicateurs, notamment sur ces quartiers un peu perdus, et de comprendre un peu ce qui s'y passe. Parce que la police de proximité a naturellement disparu avec le manque de moyens et la recentralisation. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de moyens, on a beaucoup moins d'effectifs pour aller voir ce qui se passe. Après, on a beaucoup demandé à la police. Je trouve qu'on demande beaucoup trop à la police. Alors aujourd'hui, on dit oui, mais très bien, mais il faut recentrer les missions dites non prioritaires ou les missions dites périphériques. Sauf que, à force de demander aux policiers d'aller faire de la garderie, d'aller chercher des gamins, d'aller faire tout et n'importe quoi, on en arrive à une situation où la police ne peut plus gérer le quotidien. Et c'est pas forcément à la police d'être 24 heures sur 24 dans un quartier. Ce n'est pas son rôle. La police, elle n'intervient. Il faut, selon vous, redéfinir finalement le rôle aussi des policiers. Moi, je pense que oui. Quand on parle de coproduction, qu'est-ce que c'est la coproduction? Ou maintenant, c'est le grand sujet du continuum sécurité. C'est de dire, il faut que l'on puisse compter à la fois sur les polices municipales, aussi sur la sécurité privée, mais aussi avec les élus locaux, enfin les collectivités territoriales, les médiateurs et d'autres services pour qu'effectivement, il y ait un maillage territorial. Je ne crois pas, moi, au quart de CRS en permanence au milieu d'une cité. Ça n'a absolument aucun sens s'il s'y passe rien. En revanche, que chaque acteur puisse jouer son rôle dans les territoires, des territoires perdus, y compris des services publics. La Poste, c'est un service public, la police est un service public de la sécurité. Donc chacun a ses responsabilités pour faire en sorte que ces territoires dont on dit qu'ils sont perdus, d'assurer une présence et une autorité. Parce que je pense que c'est important de parler comme ça. Abdoulaye, comment il a évolué votre métier? Ça fait, je crois, un peu plus de 20 ans que vous êtes policier. Comment vous avez vu évoluer votre métier et votre travail? Écoutez, vous savez, quand vous épousez la carrière de policier, c'est que vous savez à quoi vous attendre. Donc forcément, c'est pour servir la population. Effectivement, la population est extrêmement en demande et aujourd'hui, si vous voulez, on fait du mieux qu'on peut. Comme le disait Drissa Youssef, c'est qu'effectivement, on nous demande beaucoup, mais avec peu de moyens, mais nous faisons quand même nos missions avec ce qu'on a. Et donc, en 21 ans, effectivement, il y a eu... on peut dire quelques améliorations ponctuelles et d'autres un peu moins. Donc, si vous voulez, on a enlevé à Paul pour habiller Jacques. Et pour autant, Paul est resté quand même un peu nu par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, du coup, si vous voulez, c'est toujours ça. C'est un peu les montagnes russes. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir par rapport à une certaine demande de service qui va être, par exemple, je prends des investigations qui maintenant aujourd'hui ne devient plus vendeur. Entre parenthèses, parce que les investigations dans la police était quelque chose de très 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 prisé. C'était des hits. J'ai fait pendant 10 ans de l'investigation et c'est vrai que aujourd'hui maintenant l'investigation ne plaît plus, ne plus. Maintenant les gens veulent aller vers la sécurité publique, mais cette sécurité publique justement n'a pas les moyens pour pouvoir répondre de manière quotidienne à la population. Et l'évolution en tant que telle, et ça après c'est politique et ça c'est pas mon volet, c'est que certaines décisions politiques n'ont pas aidé justement à pouvoir améliorer le quotidien de mes collègues. Donc, si vous voulez, quand il y a certains gouvernements qui ont supprimé quand même des dizaines de milliers de postes de policiers, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un gouvernement qui est aujourd'hui ce qui s'est passé d'antan. Donc, si vous voulez, on paye certaines décisions d'avant et aujourd'hui, on essaie de faire un peu du bricolage pour essayer de pallier à certaines choses. Donc, je prends l'exemple de la PSQ, la police de sécurité du quotidien, on va dire une police urbaine de proximité, parce que moi, je suis un enfant de la police urbaine de proximité, qui, à mon sens, était quelque chose je pense, j'aimerais bien avoir l'avis de Drissa Youssef par rapport à cela, qui était quelque chose, je pense, de très ambitieux, mais qui n'a pas pu répondre de manière efficace c'était ambitieux, mais par contre, il n'y avait pas les moyens. Driss, allez-y, Abdoulaye. Le policier était dans les quartiers, il était proche de la population et il arrivait à créer ce maillage entre la population et la police. Donc, il y avait beaucoup de choses, remontée d'informations pour les services d'enquête et plein de choses et qui permettaient d'avoir cette présence. Mais là où je vais rejoindre Drissa Youssef, c'est que par rapport à la responsabilité des territoires. Parce que les collectivités doivent aussi jouer leur partition. C'est que la police doit être, entre parenthèses, le dernier rempart. Vous avez les associations, les médiateurs, vous avez les élus locaux, vous avez la police municipale, donc qui peuvent jouer aussi ce travail dans ces territoires qu'on dit territoires perdus de la République. Et je pense qu'effectivement, si chacun joue de sa partition et qui prend ses responsabilités, peut-être qu'on peut arriver, comme il a dit, à un continuum de sécurité qui peut être efficace. Mais aujourd'hui, on en demande effectivement beaucoup à la police et la police ne peut pas être partout.
Driss Saïd Youssef. Oui, sur la continuité d'abord, entre, on l'a vu, le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la suppression dans un peu moins de 10 000 postes au sein de la police et de la gendarmerie. La difficulté, c'est que derrière, lorsque vous voulez recréer une police un petit peu avec un recrutement des effectifs, c'est-à-dire que vous le faites, mais vous le faites de manière désordonnée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous paramétrez votre police nationale avec, par exemple, 140 000 personnes. Lorsque vous avez François Hollande qui arrive, qui dit, il faut faire un rattrapage. Si vous faites un rattrapage et que vous ne dimensionnez pas vos recrutements avec les moyens matériels qui vont avec, c'est ce qu'on appelle dans un jargon parlementaire les dépenses sac à dos, donc dans la loi de finances, ça veut dire vous achetez des véhicules, il y a la formation, et vous passez encore une fois à côté de quelque chose. Pourquoi ? On le voit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un recrutement des effectifs, pour moi, qui n'est pas maîtrisé et qui est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on a sacrifié ce qu'on appelle le corps d'encadrement et de conception. On a recruté, on a supprimé, ça veut dire quoi ? Des postes de commissaire et des postes de commandant, qui est le middle management. On a recruté beaucoup de gardiens de la paix. Donc, et pour ils ont besoin d'être managés. Oui, mais c'est ça le sujet. Vous, dans le même temps, vous réduisez votre temps de formation. On est passé d'un temps de formation de 18 mois à 12 mois, et je crois que vous êtes à 8 mois aujourd'hui. Vous réduisez... Comment ? 8 mois ? 8 mois, c'est pas beaucoup, 18 mois, 12 mois, 8 mois. Dans le même temps, on demande aux policiers de maîtriser, notamment le lanceur de balles de défense, le HK, on demande des techniques d'interpellation, c'est ce qui donne quelquefois. Et c'est pour ça qu'on a une vision, ou en tout cas une partie de la population a une vision erronée du travail de la police. Quand la police n'est pas violente, c'est que quelquefois, elle a des techniques d'interpellation qui ne sont pas bien maîtrisées. Bien sûr, Cédric Chouviat, classiquement, quand vous faites l'autopsie de la situation, vous regardez que les 3 policiers qui ont procédé à son interpellation, ce sont des jeunes, des très très jeunes, qui sont mal formés et mal encadrés. Et qu'à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui est expérimenté, qui dit maintenant ça suffit, il a son casque, il a la sangle, il est sanglé, ça peut... non. Et donc, on a des policiers qui sont mis en responsabilité, alors que c'est l'État qui devrait être mis en responsabilité, parce qu'elle met sur la voie publique des policiers qui sont insuffisamment formés et insuffisamment encadrés. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, elle est de dire, mais finalement, comment vous redéfinissez une police de sécurité du quotidien à la lumière des problèmes que vous avez dans votre police. Et puis en plus de ça, sur le plan politique, moi où j'ai une difficulté, c'est que vous définissez une politique de sécurité du quotidien, mais vous le faites à l'envers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous dites, je vais d'abord donner des moyens avant de donner des objectifs. Non. Oui. Vous donnez d'abord des objectifs, vous donnez votre définition de la police de sécurité du quotidien. On appelait ça effectivement la police urbaine de proximité, la police de proximité avant. Et vous dites, quel type de relation je veux construire avec la population ? Est-ce que je veux être dans une tolérance zéro ? Est-ce que je veux être dans une verbalisation à outrance ? Ou est-ce que je veux être dans le dialogue, dans la sensibilisation et dans la prévention avec les élus locaux ? C'est pas la même chose. Non. Ce sont pas les mêmes moyens et c'est pas la même approche. Et puis ensuite, après, vous dites, en fonction de la stratégie le gouvernement est responsable de la politique qu'il mène et qu'il détermine et qu'il met en œuvre. Vous dites, pour cette politique, je vais soit plutôt axer sur la prévention, je vais plutôt axer sur la répression, donc on va acheter des armes, etc. Donc vous n'êtes plus dans la même approche. Et c'est ce qui pose problème avec ce gouvernement, comme avec les précédents. C'est-à-dire qu'on a souvent conçu la sécurité comme un tout absolument répressif. Et puis, finalement, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas marché, que ça ne marche pas. Et les chiffres, effectivement, le montrent. Abdoulaye Kanté, je voulais que vous nous disiez pourquoi vous avez eu envie, finalement, d'être policier. Est-ce que vous jouiez au policier quand vous étiez petit ? Est-ce qu'il y en avait d'autres dans la famille ? Pourquoi vous avez voulu être flic ? Vous savez, moi, si vous voulez, moi, je suis né ici, j'ai vécu... une bonne partie de mon enfance en Afrique, notamment au Mali. Et quand je suis revenu du Mali, en fait, donc j'ai fait le reste de mes études, après le bac et tout. Je voulais pas dépasser le bac, je voulais avoir mon bac et travailler tout de suite. Et donc du coup, je me suis engagé dans l'armée parce que j'étais marin pendant 3 ans. Et à l'issue, en fait, j'avais un oncle qui était dans la police qui m'a dit, est-ce que ça te dirait de passer le concours police ? Et je suis parti, on va dire, en mode sans conviction. J'ai dit ok. Donc et je l'ai eu. Donc Donc j'ai rentré en 99. Et du coup, et depuis ce métier, je ne vois pas faire autre chose. Pourquoi j'ai accepté de faire ce métier ? C'est parce que je voulais me rendre utile aux gens. C'est juste servir la population. Et comme étant donné que j'ai déjà exercé sous l'uniforme, donc pour moi, c'était, c'était une vocation que j'ai appris à apprivoiser, on va dire. Vous êtes heureux tous les jours de votre métier ou il y a des jours où c'est vraiment difficile ?
savez, dire que si on est heureux dans notre métier, on est heureux à partir du moment qu'on voit qu'on a été utile à quelqu'un, à une personne ou à une situation, aux citoyens. Mais après, vous savez, c'est un métier qui est difficile parce que, comme je le dis souvent, vous savez, nous sommes une éponge de la société. Nous sommes des éponges de la société. Parce que, évidemment, on nettoie souvent aussi la saleté, la misère humaine. Quand vous voyez qu'il y a le mal-être des personnes et que vous êtes un des acteurs qui est face à cela, donc effectivement, il faut avoir, on va dire, les épaules larges. Et c'est effectivement, ou bien avoir la tête sur les épaules et être vraiment à fond dans son métier. Évidemment, c'est pas comment dire, tout le monde ne l'est pas comme ça, mais bon, je pense que quand on épouse ce genre de métier, on sait à quoi s'attendre. Donc, être heureux, oui, on peut l'être, mais c'est pas tous les jours facile, on va dire. Parce que quand vous êtes face à des personnes qui sont en détresse, etc., donc c'est pas évident, mais bon, à partir du moment que vous arrivez à pouvoir avoir la tête sur les épaules, ça peut vous rendre, vous avez la satisfaction. Driss Saïd Youssef, on parlait au début de l'émission effectivement des attentats de 2015 et de ce qui s'est passé ensuite et de cette reconnaissance, de cette affection qu'ont ressenti et à juste titre certains Français envers la police. Il y avait les Je suis flic, il y avait même Renaud qui avait fait une chanson qui embrassait un flic. C'était quand même, il y a eu beaucoup de démonstrations comme ça. On est 5 ans après et il y a eu tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces agressions envers des policiers, la violence de certains gilets jaunes, des manifestations. On a vu encore ce qui s'est passé avec les masses du PSG. Enfin, est-ce que les Français, en tout cas une partie des Français, ont oublié ou est-ce que c'est une autre évolution finalement? Comment vous analysez ça? On est passé sur un phénomène en suicidez-vous. C'est ce qu'on a pu entendre à plusieurs reprises. Une horreur absolue. Quand on voit le lourd tribut payé par les policiers à la souffrance qui est dans cette profession, au même titre d'ailleurs que les gendarmes. Je rappelle que depuis le début de l'année, vous avez, je crois, entre 77 et 80 policiers suicidés, qui se sont suicidés. Et souvent parce que moi je fais jamais la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que les deux vont ensemble pour un policier. Il faut savoir que ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas, pour un certain nombre d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, que ce soit les nuiteux ou pas du tout, qui n'ont quasiment pas de vie privée et qui n'ont pas beaucoup de week-end, et il y a une réflexion en cours qui consisterait effectivement à leur donner un petit peu plus de week-end. Quand on dit ça, on regarde l'état de la société aujourd'hui, et j'ai souvent dit lors des manifestations en marge des Gilets jaunes, avec la constitution de ces Black Blocs qui ont été un agrégat d'individus qui sont plutôt des anarchistes, libertaires anarchistes, des contestataires, de dire que si... Il y avait un mélange, extrême gauche, extrême droite, ultra-droite, ultra-gauche, etc. J'ai souvent dit que finalement on a peut-être gagné la bataille un peu de l'ordre et de la sécurité publique, mais qu'on a perdu la bataille idéologique. Parce qu'ils ont réussi à diffuser, y compris au travers des réseaux sociaux, et je pense que Abdoulaye en est un témoin direct, dans les réseaux sociaux, des thèses, encore une fois, complotistes, obscurantistes, antisémites, et c'est là où effectivement on a une partie de la population qui considère, parce qu'au fond, le projet de ces anarchistes, c'est le dépérissement d'État, et ils considèrent que la police est l'outil d'oppression d'un État oppresseur. C'est tout. Dictature, parce qu'on veut vite porter un masque pour votre sécurité. Enfin bon. Mais oui, mais absolument. On atteint dans l'ignominie des sommets, et donc on est dans une situation, évidemment, et là, sur une petite partie de la population, il faut bien l'admettre, de contestation, à la fois du pouvoir, y compris alimenté par un certain nombre de politiques. Quand j'entendais Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, qui considérait qu'il y avait des prisonniers politique en France, ça accrédite la thèse. Ces mots ont du poids, quoi. Mais bien sûr, pas des mots innocents. Il est député, c'est un représentant de la nation. Et donc, quand il dit qu'effectivement, il y a 800 prisonniers politiques en France, vous donnez le sentiment que la police et que la justice, ce sont des outils qui sont au service d'un État oppresseur politique, d'une dictature. Et donc ça, dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens, ça fait mouche. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Abdoulaye Kanté sur ses réseaux sociaux aussi. Alors vous, je vous ai découvert en vous suivant sur Twitter. J'imagine que c'est à la fois aussi compliqué pour vous parce que les insultes, les menaces, c'est assez courant. Et pour certains, vous avez un profil qui cadre pas. Quand certains veulent à tout prix faire passer les flics pour des racistes, forcément avec vous, ça cadre mal. Écoutez, je pense que j'ai tout pour déplaire, pour être clivant, donc je suis policier. Non, mais nous, on vous aime ici. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, des fois j'ai cette sensation d'être face à un Tonneau et Danaïde, donc de pouvoir expliquer en fait que par rapport à certaines idées reçues, que non, la police n'est pas celle que vous pensez, la police n'est pas, on va dire, une dictature ou bien une milice, comme diraient certains responsables politiques, députés de la représentation
représentation nationale quand même qui justement nous érige comme ça, mais ce que je leur dis toujours, c'est que est-ce que vous diriez cela à ces personnes qui ont versé le sang? Je prends l'exemple en 2015. Est-ce que vous diriez cela à ces collègues, ces femmes et ces hommes qui quotidiennement, justement, vous savez, il y a une espèce de haine anti-flic qui est alimentée, mais via les réseaux sociaux. Mais quand on est dans la réalité, vous savez que des personnes qui vont vous insulter, ce sont eux qui viendront vous solliciter. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et donc, vous les aiderez. On les aidera, parce que peu importe le profil de la personne, parce que nous, notre métier, c'est ça. Notre vocation, c'est vous. Notre vocation, ce sont les citoyens. Mais effectivement, nous sommes des humains. Je vous dis pas qu'effectivement, moi, je suis très actif effectivement sur les réseaux sociaux, en plus de mon travail, parce que j'ai trouvé nécessaire de pouvoir expliquer, d'essayer de dire certaines choses, d'essayer d'expliquer que la police n'est pas celle que vous pensez. Et quand c'est alimenté par des complotistes, mais qui est aussi, ajouté par des personnalités publiques et politiques, je me dis, mais ces personnes-là, quand même, se trompent. La police n'est pas parfaite. La police est à l'image de la société. Bien sûr. Okay, donc, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais ce qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est notre engagement et notre abnégation pour la population. Et que quand on voit que, effectivement, on a eu cet engouement en 2015 pour justement la police, mais si vous voulez, entre la police et la population, en fait, c'est un peu comme une histoire de je t'aime moi non plus. Donc quand ça ira, effectivement, donc du coup, sera érigé comme des héros, mais quand ça n'ira pas, parce que quand il y a les manifestations des gilets jaunes, etc., et que effectivement il y a des actes de violence qui peuvent être, incompréhensibles par rapport à la population, mais que justement que nous on estime que c'était légitime. Après, je ne dis pas que tout était légitime, mais ceci dit qu'on a fait comme notre travail. Donc là, effectivement, nous sommes les pires des parias. Donc les insultes et les menaces et dire que la police est raciste et qu'il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez, il y a tout un mélange qui font que ça crée une confusion. Et les réseaux sociaux, malheureusement, y contribuent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation. Et je dis souvent que en ce moment, l'éducation est nécessaire par rapport à ce genre de phénomène. Parce que et aujourd'hui, juste pour terminer, c'est que les gens n'ont plus ce recul nécessaire de pouvoir analyser l'information. On fait beaucoup d'analyse d'informations popcorn. Donc aujourd'hui, les gens ne vont plus regarder ce que c'est que vraiment l'info. Ils regardent juste des notifications Facebook et l'information se lit là-dessus et non pas dans les médias traditionnels. Alors, vous parliez d'éducation, c'était justement là-dessus que je voulais arriver. On est au lendemain de la rentrée scolaire et j'avais vu des témoignages et des articles où on voyait que tous les enfants vont remplir la case profession des parents et on voit que souvent les enfants de policiers qui ont toutes les raisons d'être fiers de leur papa, parfois mettent fonctionnaire et ils mettent pas policier parce qu'ils savent que s'ils mettent policier, peut y avoir des soucis. C'est terrible d'en être arrivé là, Driss et Youssef, alors que tous les petits garçons devraient être fiers et les petites filles d'avoir un papa ou une maman d'ailleurs. Je fais du sexisme là sans avoir l'air, mais policière. Moi je me souviens, il y a une année, on disait, quand on posait la question aux enfants en disant qu'est-ce que vous voulez faire, j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, c'était médecin, pompier ou policier. Et on achetait souvent la petite voiture de police. Ouais. Je trouve extrêmement dommageable dans une société de vivre avec des enfants qui cachent la fierté de leurs parents et qui vont presque se cacher de jouer aux policiers demain dans la cour de récréation. Donc c'est vraiment c'est une situation qui appelle vraiment une réaction très forte de la part de l'autorité publique. Et encore une fois, il nous faut impérativement poser un vrai constat de la situation et de mettre y compris les parents en face de leurs responsabilités. Parce que je pense que les parents ont un rôle à jouer. Quand vous regardez la soirée de la finale PSG contre le Bayern de Munich, une cinquantaine de mineurs appréhendés en plein Paris en train de commettre des exactions et du pillage, il y a quand même une responsabilité des parents. On vit dans un pays où, y compris quand vous êtes dans une situation délicate, vous pouvez toujours bénéficier d'accompagnement et de soutien, y compris financier, de la part de l'État. Donc il faut en profiter, il faut que les parents jouent leurs responsabilités. Sans quoi, rien ne sera possible à l'école. Il ne faut pas oublier que l'éducation, c'est à la maison. L'enseignement, c'est à l'école. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas considérer que l'éducation, ça se fait à l'école. C'est pas la maîtresse qui apprend les règles de savoir-vivre de l'enfant. Donc c'est vraiment la base de tout. Et quand on regarde la situation, c'est pour ça que je parlais toujours de trajectoire ou de dynamique, quand on regarde ceux qui aujourd'hui posent un vrai problème pour l'ordre et la sécurité publique, c'est pour ça que je suis en opposition sur beaucoup de sujets avec le Rassemblement national. C'est pas qu'une question d'immigration. Non, c'est pas sur beaucoup, c'est sur tout. Bien sûr. C'est vraiment, c'est pas qu'une. Ceux qui posent un problème pour l'ordre et la sécurité publique aujourd'hui, ce sont des jeunes.
c'est générationnel. Il faut pouvoir le regarder de cette manière-là. Ceux qui sont jugés pour complicité, ceux qui ont commis des attentats, ceux qui sont aujourd'hui des individus condamnés pour terrorisme, ceux qui sont fichés pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des jeunes qui sont nés sur le territoire de la République. Si on qui sont français. Et qui sont français. Ceux qui sont emprisonnés dans des prisons en Syrie ou en Irak et qui demandent le rapatriement, ce sont des jeunes de nationalité française. Donc tant qu'on regardera pas finalement cette réalité en face, parce que on peut toujours mettre des œillères, mais il faut qu'on regarde cette situation et qu'on dise que faisons-nous pour que ça ne recommence plus demain. Si on met le paquet sur les questions liées à la parentalité, sur les questions liées à l'éducation, à l'accompagnement, à la culture à l'école, y compris les questions culturelles à l'école, avec l'histoire, qu'on mette l'accent sur l'histoire, je pense que, encore une fois, on va passer à côté de quelque chose qui sera négatif pour nous. Et tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le paiera demain. On va le payer cher. Abdoulaye Kanté, sur cette question d'éducation, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais ou des neveux qui sont contents d'avoir un papa ou un oncle policier. Écoutez, j'ai 2 petites filles qui sont à l'école et je peux vous dire que elles sont fières je fais en sorte qu'elles soient fières de moi. Elles peuvent. Et justement, le truc c'est que c'est vrai que comme l'a dit Driss Youssef, c'est que ce qui est un peu aberrant, c'est que justement qu'il y ait des enfants justement qui sont issus de la République et qui doivent avoir peur de dire le métier de leur papa ou de leur maman. Et donc du coup, ce qui est quand même et je pense qu'effectivement le rôle de l'éducation est de justement essayer de faire en sorte que les personnes puissent reconnaître en fait l'État, les acteurs de cet État et ceux qui contribuent justement au quotidien des citoyens. Et c'est vrai que, on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, avant qu'on arrive à ce côté, on va dire, des forces de l'ordre, etc., avant toute chose, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas être, entre parenthèses, quelqu'un sans éducation. L'éducation, c'est que ça parle des parents. Les parents, quand même, c'est en la base. Après, il y a toujours ce qu'on appelle des accidents de vie, etc. Mais à partir du moment que l'éducation est donnée de manière efficace aux personnes qui sont en perdition, etc., donc je pense qu'on peut arriver à quelque chose de comment dire, je dirais pas de simple, mais bon, quelque chose de vraiment de sensé. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des défaillances. La preuve, quand vous avez ces jeunes qui sont français, qui sont nés sur le territoire français, sont partis sur les théâtres d'opération, donc en Syrie ou dans d'autres, en Irak, etc., c'est parce qu'il y a eu une défaillance quand même. Il y a eu une défaillance quand même de déjà parentale et aussi de l'État. Donc il y a eu un abandon. Et quand vous avez cet abandon-là, comme il a dit Driss Youssef, ce qui n'a pas été fait hier, aujourd'hui, on le paye aujourd'hui. Et ce qui n'a pas été fait à certains endroits a été pris en main par des imams intégristes et par d'autres personnes. C'est un abandon de l'État et que quand vous avez comment dire, il faut que l'État se sente chez elle partout sur notre territoire. Et si vous délaissez ce reste juste un petit morceau, ça laissera place à l'obscurantisme, le fanatisme et le radicalisme. Et les extrêmes de tout bord. Driss Youssef, quelle éducation vous avez eue, vous? J'ai posé la question à Abdoulaye, pourquoi il était devenu policier. Comment on devient expert en sécurité? Et c'est le droit, clairement, qui définit votre parcours. Alors moi, j'ai un parcours très particulier, puisque j'ai été en échec scolaire, très jeune. Donc dites-moi. Ça va rassurer certains parents, vu le nombre de diplômes là, que vous avez après. Donc, en échec scolaire. Et donc ensuite, évidemment, le décrochage, la rue, les bêtises, et puis ensuite vous vous reposez la question, grâce à mes parents, c'est de se dire, mais finalement, ta place dans la société, eu égard à l'histoire qui est la mienne, celle de mes parents et de mon grand-père tirailleur marocain, donc c'est ça aussi pour ça, quand je parle de l'histoire, il faut savoir projeter son passé dans l'avenir, et donc de dire, mais finalement, quelle est la place de l'individu dans une société, et en particulier dans un pays comme la France, avec son histoire, avec ses traumatismes aussi, parce que je pense qu'il faut pas non plus les mettre de côté. Si on veut avancer, il faut aussi les avoir aussi en ligne de mire, et de dire finalement je pense que je peux jouer un rôle, et puis c'est là où évidemment vous reprenez un peu les choses en main, et puis vous commencez à travailler pour passer des diplômes, et puis cette vocation à la sécurité, je l'ai eu, c'est vrai, jeune, après en disant mais finalement j'ai cette envie de protéger nos concitoyens des différentes menaces, protéger les biens des personnes, c'est quelque chose qui m'a, c'est vrai, toujours passionné, et puis après vous en faites un objectif et vous tendez vers cet objectif pour atteindre des résultats. Là aujourd'hui, une
position, moi, qui me satisfait totalement, même si au regard des différents événements, j'aimerais être encore beaucoup plus actif parce que je pense qu'on a tous une responsabilité, en tout cas un rôle à jouer dans ces temps difficiles. J'imagine que comme Abdoulaye, excusez-moi l'expression tribale, mais vous devez vous en prendre aussi plein la tête, on est d'accord? Oui, alors c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de menaces, je reçois un certain nombre de menaces, mais bon, après, ça fait partie aussi de la vie. Il faut savoir aussi assumer lorsque vous tenez des positions qui sont des positions assez claires, assez tranchées. Oui, mais en même temps, c'est des positions normales, c'est ça. Vous voyez, le truc commence vraiment à être inversé. On reçoit des menaces parce que vous avez des positions républicaines et fortes sur la sécurité et que voilà. Mais vous savez, moi, j'essaie jamais de me mettre en avant, mais je fais toujours cette référence à mon grand-père qui était tirailleur marocain, qui était souvent, d'ailleurs, comme d'autres tirailleurs maliens, sénégalais, qu'on a mis en première ligne. Bien Donc, sûr. si on a mis mon grand-père en première ligne, moi, la situation, enfin, je veux dire, voilà. Et puis, je suis particulièrement passionné, amoureux de la France et de nos concitoyens, quelle que soit leur culture, quel que soit leur culte, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles. Et quand on a cette passion, eh ben, on y va. Et puis, dans ces moments très particuliers, on est encore plus déterminé. On a de la chance d'être dans un très beau pays avec des valeurs extraordinaires, vous avez raison. Et il faut juste le rappeler, s'en souvenir de temps en temps. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté, d'avoir été en ligne avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir, Driss Saïd Youssef. Merci beaucoup également d'avoir été en ligne avec nous. C'était la première fois. Vous êtes ici chez vous quand vous voulez. À la maison. Merci. Voilà, vous êtes à la maison. 11h46 sur RCJ. Petite pause musicale justement on va dire, qui est celle qu'on avait envie de passer aujourd'hui clairement. C'est Renaud avec J'ai embrassé un flic. Dans quelques instants, vous retrouvez après les contes d'Israël et du monde de Dominique Daran. Comme tous les mercredis, c'est les contes pour enfants. Et puis ensuite, le journal présenté par Marika Mathieu avec le direct du Palais de Justice de Laurence Goldman.